Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décrypter les problématiques de sa boîte. Initialement, on avait Google Analytics en gratuit sur le web. Ça pose beaucoup de problèmes. Le tracking, c'est tu construis un colosse au pied d'argile, quoi. Aujourd'hui, je reçois Aurélien Rayet, Head of Data chez Welcome to the Jungle. Welcome est une plateforme qui facilite la gestion du recrutement pour les entreprises via notamment le référencement d'offres d'emploi et qui propose du contenu tel que des vidéos et des articles à destination des personnes qui recherchent un job. Welcome a une feuille de route produit très dynamique et a d'ailleurs lancé récemment 2 nouveaux produits, Welcome Originals et Welcome Home, dont Aurélien nous parle dans l'épisode. Ils ont levé 15 millions d'euros en 2019 justement pour financer le développement de nouveaux produits, mais aussi pour se déployer à l'international. Dans cet épisode, Aurélien nous parle de plusieurs challenges tech que son équipe a rencontrés. Il nous explique notamment pourquoi ils ont décidé de ne plus utiliser Google Analytics et comment ils ont internalisé le tracking de toutes leurs données. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me laisser un avis et à vous abonner sur Apple Podcast ou iTunes. Merci et bonne écoute. Salut Aurélien. Salut Robin. Ça va ? Bah écoute, super. Ok, donc pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Welcome to the Jungle ? Ouais, on se définit comme un média pour l'emploi, donc on a une approche qui est un petit peu différente de tous les job boards que tu peux avoir en général, parce que notre site Welcome to the Jungle a une partie média sur laquelle on va produire énormément d'articles, de contenu à destination des personnes qui recherchent un taf, et à côté de ça, on va avoir une plateforme qui va servir de vitrine pour les boîtes et pour les personnes qui cherchent du coup un job, qui peuvent se renseigner pour toute cette partie-là. Il y a Welcome Kit historiquement également, qui est un outil de gestion de candidature qui permet aux recruteurs en fait de gérer toutes leurs candidatures et leur pipe de recrutement. Aujourd'hui, on s'est diversifié avec l'arrivée de nouveaux produits. On va avoir Welcome Home qui est un peu un intranet pour les entreprises relativement simplifié avec toutes les choses les plus importantes en fait pour le quotidien en entreprise. Et également Welcome Originals qui est notre première application mobile sur Android et sur iOS qui est vraiment à destination B2C qui contient des documentaires et des formats longs pour le développement professionnel. Et en termes de croissance, je me rends pas trop compte. C'est une start-up qui grossit très vite. Est-ce que vous avez fait des levées de fonds ? Est-ce que vous êtes en fait rentable et du coup vous êtes sur une croissance un peu plus lente ? Ouais, alors c'est une boîte qui a pas mal grossi au cours des dernières années. Donc moi je suis arrivé il y a 2 ans et demi maintenant chez Welcome. À l'époque on était 40 et aujourd'hui on est à peu près aux alentours de 150 personnes. Et on a levé notamment 15 millions à la fin de l'année dernière aussi pour justement financer le développement de nouveaux produits et l'international. Ah oui, donc c'est quand même une belle croissance. Ça commence à être conséquent. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste de monter le département data chez Welcome ? Ouais, je pense que le plus important c'est peut-être de refaire l'historique déjà vite fait de quand je suis arrivé, qu'est-ce qu'il y avait chez Welcome. C'était le CTO qui s'occupait principalement de faire toutes les analyses un petit peu pour l'interne et du coup de produire des rapports. Donc en gros on avait un petit outil de BI qui était plugué sur des réplicas de bases de production et à côté on avait aussi de l'analytics qui vivait avec un Google Analytics. Donc c'est toutes les données de tracking on va dire sur le site web. En fait j'ai eu 2 gros chantiers quand je suis arrivé, c'était de reprendre à ma charge toute la partie production d'analyse pour la boîte en interne, donc c'est-à-dire accompagner toutes les équipes dans leurs choix opérationnels au quotidien, un petit peu dans la strat, pour qu'ils fassent des choix qui soient basés de plus en plus sur la donnée. Et du coup, j'avais aussi la partie data engineering, ça a été de construire un orchestrateur qui génère des scripts pour aller récupérer de la donnée de manière automatique de différents endroits. Et moi, mon gros enjeu, ça a été rapidement de les croiser. Donc, c'est-à-dire d'aller récupérer les données de tracking, les données de production, des données d'outils tierces, faire que toute cette tambouille, ça arrive dans un seul et même endroit, qu'on transforme ça et surtout qu'on le restitue pour les équipes en interne sous un format vraiment orienté reporting, quoi. Donc vraiment orienté utilisation pour les équipes en interne. Donc ça a été vraiment mon gros chantier quand je suis arrivé. Et à la suite de ça, en fait, ce petit bourgeon de data sur tout notre environnement de production devient de plus en plus gros. Les besoins en data analyse augmente dans l'entreprise parce que les personnes commencent à voir l'intérêt en fait et la valeur ajoutée qu'une équipe data leur apporte. C'était aussi tout nouveau pour eux. On peut peut-être juste faire une petite pause là-dessus parce que c'est intéressant. Tu as très rapidement senti, alors justement au bout de combien de temps à peu près, l'adoption et le fait que
que les gens sont passés peut-être de il y a la contrainte maintenant, il faut qu'on fasse une étude data avant de prendre la décision, à on peut plus prendre de décision si on n'a pas eu l'étude data? Ouais, je dirais, ça a duré peut-être, on va dire, 6 à 9 mois, le temps que je mette en place les premières briques. Et c'est pour ça qu'il y a un data analyst qui m'a rejoint au bout d'un an pour prendre à sa charge beaucoup plus de la partie data analyst qui avait vraiment explosé à l'époque. Ça a pas mal aidé pour certaines équipes, je pense en particulier à l'account management. Enfin, c'était Customer Success à l'époque, mais c'est une équipe en fait qui accompagnait les comptes. Et eux, ils avaient vraiment besoin d'avoir accès à tout un tas de données, de tout un tas d'outils quand ils faisaient par exemple leur call ou leur meeting avec ces boîtes-là. La personne à l'époque qui s'occupait de cette équipe était un peu tech savvy peut-être, je crois que c'est peut-être l'expression, mais c'est qu'en gros elle avait une vraie appétence tech, en fait ce qui faisait que c'était très facile de discuter avec elle, d'avancer sur les sujets data pour son équipe. Du coup on a mis en place très très vite des premiers dashboards qui maintenant sont utilisés quotidiennement. Enfin si ça pète, on se prend un nombre de tickets direct, c'est vraiment devenu un outil de travail pour eux. Et ça à partir de 6-9 mois ça a commencé à se mettre en place pour eux, en plus d'analyse de fonds qu'on produisait. C'est pour ça qu'au bout d'un an, du coup, il y a un data analyst qui m'a rejoint sur le poste, qui était vraiment la première brique pour que moi je puisse me concentrer sur consolider un petit peu la partie data engineering et le développement de l'équipe. Et chemin faisant, nos besoins en analyse ont continué d'augmenter. Je milite depuis que je suis arrivé pour l'intégration de la data plus proprement aussi côté produit, qui était un truc totalement nouveau. Il n'y avait pas de PM quand je suis arrivé chez Welcome. Maintenant, il y a 4 PM, je crois, un truc comme ça, ou 5, attends, je peux pas dire de bêtises, qui maintenant, en fait, ont des vrais process et des squads tech par produit. On a beaucoup bossé à développer cette collaboration avec les product managers pour intégrer la data dans les process de réflexion sur les développements de fonctionnalités. Pour terminer sur l'équipe qui a grossi, on a recruté là, pendant le confinement, une personne en data analyse, en plus, une data analyst, et un data engineer aussi. Sur la partie data science, c'est assez difficile de justifier des projets data science quand tu montes une équipe data au début, sauf si tu es une boîte avec un vrai produit très très avancé en termes de data, quoi, qui est vraiment la fonctionnalité de base. Du coup, les projets data science chez Welcome, c'est des choses qu'on a plutôt poké. On a vraiment fait des proof of concept sur plusieurs choses, donc moteur de recommandation, personnalisation. Il y en a un qu'on a mis en production, mais voilà, aujourd'hui, l'important sur la croissance de l'équipe à proprement parler, c'est vraiment tourner vers des analystes et pour soutenir les analystes, notre plateforme data des data engineers. Peut-être si tu peux juste vulgariser un petit peu data engineering. Donc le data eng, c'est celui qui va s'occuper de la machinerie sur le cloud. En gros, du coup, c'est la personne qui va être responsable de la mise à disposition des machines, le fait qu'elles fonctionnent bien. Ils vont aussi intervenir sur les problématiques d'automatisation des données qui sont prises quelque part et qui sont transformées et mises à un autre endroit, par exemple. Du coup, ça amène à la deuxième casquette pour les data engineers, d'amener toute la donnée brute dans un seul et même endroit, ce qu'on appelle, on peut vulgariser sous les termes data lake, tous ces trucs-là un peu à la mode. Et derrière, ils vont être responsables de la première partie de transformation de données, donc des données brutes à un premier ensemble de modifications de la donnée pour utilisation future. Voilà, okay. C'est un petit peu ça. Très clair. On peut fermer la parenthèse là-dessus. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type pour toi, par exemple, en ce moment-là? Ouais, dans mon équipe, le data engineer habite à Toulouse. On a eu un petit rituel de se faire un coffee le matin virtuel pour un peu parler de tout sauf le taf. Après, du coup, on a éventuellement des stand-up de squad qui arrivent dans la journée, donc plutôt sur les squads tech. Moi, je vais faire beaucoup de pairing avec chacune des personnes pour les challenger un petit peu ou leur apporter un peu mon expertise par rapport à ce que j'ai appris aussi. Ok, donc café virtuel, petit stand-up squad et après pairing avec toute l'équipe, quoi. C'est ça, et après j'ai une partie non négligeable opérationnelle aussi dans mon quotidien, donc il va y avoir une partie de run, donc c'est plutôt du ticketing, des choses un peu à chaud, voilà, des petites demandes, des trucs comme ça, donc forcément ça fait partie du boulot. Et il va y avoir une partie vraiment opérationnelle où moi je vais prendre à ma charge un certain nombre de sujets aussi que les analystes ou les ingénieurs pourraient traiter. Quels sont les objectifs clés du pôle et quels sont, si vous en avez des précis, les indicateurs que vous utilisez pour mesurer ces performances? Nous on se cale sur la manière dont fonctionne l'équipe tech. Donc c'est une approche qui est initialement tournée vers les produits. Donc on va avoir des objectifs qui sont vraiment définis quarter par squad. Du coup, la data, c'est un peu une équipe transverse.
Il va y avoir un data analyst qui est associé à une ou plusieurs squads. Chaque squad est différente, chaque squad produit, parce que c'est des niveaux de maturité totalement différents sur tous les produits. Tu vois, Welcome to Jungle, c'est notre produit sur lequel il y a des itérations tout le temps, donc c'est pas du tout le même niveau de maturité et de complexité qu'un outil comme Welcome Home, qui est un outil qu'on tâte et qui est assez nouveau. Welcome Original, c'est une problématique mobile, donc c'est totalement différent de tout ce qu'on a l'habitude de faire sur le web. Du coup, chaque analyse va avoir des vrais enjeux totalement différents en fait au sein de sa squad, et ça va être plutôt drivé vraiment par les besoins de la squad. Et après, on va aussi avoir une squad qu'on appelle data pour le développement de l'équipe principalement. Pour te donner un petit exemple, là aujourd'hui, on a des problématiques de réduction de la workload pour la data, parce que justement on est en sous-effectif, donc on essaye de donner le plus de clés possible à des équipes pour qu'elles soient autonomes sur la production d'analyse de base qui est à faible valeur ajoutée, mais qui demande un certain temps et un certain investissement. Donc du coup là on est un peu dans le sujet self-BI en ce moment, mettre à disposition des cubes de données ou des datasets simples à des équipes. Donc nous principalement on se repose sur les ops qui sont les personnes qui vont plus gérer la transversalité en fait entre les équipes. Là, on est dans une démarche de leur mettre à disposition les informations, les former, après les laisser se débrouiller. Ça nous achète énormément de temps derrière de production de choses un peu répétitives ou de base de notre quotidien. Est-ce que tu peux nous parler des projets principaux sur lesquels vous travaillez en ce moment ? On a plusieurs sujets. Le premier, c'est côté data engineering. En fait, on va changer d'outil de BI. Donc, c'est un peu notre outil de restitution de la connaissance. Ça inclut forcément une partie data viz, mais il va y avoir toute la partie aussi transformation de la donnée. Aujourd'hui, on était parti sur un outil qui n'a pas du tout fonctionné. Et du coup, là, il va falloir qu'on fasse une grosse migration. Donc là, il y a un gros travail en préparation sur le data engineering parce qu'on doit tout ramener dans une seule et même base de données. Et derrière, toutes les transformations du coup doivent être rapatriées de l'outil initial qu'on avait, plus en amont en fait dans notre plateforme data. Il y avait une certaine partie qui avait été construite directement dans l'outil, et du coup maintenant il faut qu'on sorte toute cette partie-là, qu'on la ramène en amont, parce que derrière, vu qu'on va changer d'outil, il faut qu'on garde tout ce knowledge et toute cette transformation qui derrière va être utilisée dans le nouvel outil. On va passer sur un outil qui s'appelle Looker, qui a justement été racheté par Google il n'y a pas longtemps. Et avant, en fait, on faisait les transformations finales dans un autre outil qui du coup ne fonctionnait pas suffisamment bien. On avait installé l'outil chez nous et on a eu des gros problèmes de stabilité. Et vu que maintenant, en fait, cet outil, pour nous, c'est la source de connaissances unique, quoi. C'est cette vision où ça rassemble toute la connaissance pour toutes les équipes. Donc que ce soit de la connaissance de fond, enfin de la connaissance très macro pour les execs, pour toutes les personnes dans la boîte, ou des dashboards très opérationnels qui permettent de faire du suivi quotidien pour chacune des équipes. Après, on a du coup tous les produits. Donc le Welcome Originals, c'était son lancement là, donc il y a des grosses problématiques de suivi du lancement sur lequel on intervient beaucoup. Il y a la partie du développement de Welcome Home et de comprendre les usages aujourd'hui. La continuité sur Welcome to Jungle qui, vu qu'on fait beaucoup d'itérations aussi sur ce produit qui est très complexe. Est-ce que tu as un exemple de projet justement que tu peux nous détailler ? Ouais, alors un des projets dont on est plus fier peut-être à la data, c'est l'internalisation du tracking chez Welcome. L'historique, c'est qu'initialement, on avait Google Analytics en gratuit sur le web. Ça pose beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Parce qu'on a des problématiques d'adblocker déjà qui sont forcément très utilisées sur le net. Nous, on avait une sorte, on aurait pu le faire, mais c'était difficile de calculer par exemple un vrai taux de conversion pour une boîte où tu vas avoir ton volume de candidatures en base de production, en base de données, et tu vas avoir tes pages vues des jobs en analytics. Sauf que tes analytics, tu vas avoir un certain volume dû aux adblockers qui est bloqué. Donc ça veut dire que mécaniquement, tu vas avoir moins de pages vues que prévu, et du coup ton taux de conversion va être plus élevé que ce que tu penses. Donc ça c'est parce que les tags qui sont déclenchés pour la collecte de données de Google Analytics sont bloqués lorsque tu as un adblocker. Il y a plusieurs méthodes. Les adblockers utilisent plusieurs méthodes. Il y a différents types d'adblockers, mais je pense que n'importe quel adblocker que tu télécharges va bloquer Google Analytics ou les appels vers des outils tiers appartenant à Google. Donc du coup, nous, notre problématique, c'était de se dire que le tracking, c'est notre outil principal de travail, tu vois, sur la donnée. Et du coup, il fallait qu'on trouve un moyen d'intégrer le tracking chez nous au même titre que la collecte de données de production. Après avoir pas mal benché, moi j'ai entendu parler d'une solution qui s'appelle Snowplow.
Snowplow Analytics, qui est un outil open source à la base et qui ont aussi une solution managée où ils t'aident à installer ça. Et en fait, c'est un outil de collecte de données. En gros, tu vas avoir différents collecteurs de données, donc différents trackers, qui sont posés un peu à la même manière qu'un Google Analytics sur ton site. Sauf que là, avec Snowplow, tu as vraiment un modèle très standard où tu peux aussi poser des trackers sur n'importe quoi. Tu as du mobile, donc du coup tu as iOS et Android. On fait du tracking sur des événements en back-end, donc des appels vers Welcome. Et en fait, nous, voilà, Snowplow, c'est un modèle de données qui est archi standardisé, en fait, qui va être utilisé de la même manière pour tous les trackers. Ça nous a permis de l'installer sur nos apps mobiles, sur du back-end et sur le front, sur tous nos fronts, du coup. Ah oui, alors qu'historiquement, si tu prends Google Analytics pour le web, tu vas forcément avoir un outil différent, un modèle de collecte de données différent pour tous tes autres périmètres, on va dire. Ouais, et en fait, Google Analytics aussi, en gratuit, ne permettait pas d'avoir les données granulaires. Et nous, c'est des choses sur lesquelles il fallait vraiment qu'on travaille pour avoir des volumétries d'utilisateurs sur des sous-ensembles du site, quelque chose qu'on ne peut pas avoir avec le sampling sur Google Analytics. On avait l'analyse des parcours utilisateurs, c'était quelque chose qui n'était pas non plus possible. Enfin, on s'est dit que c'était pas possible, quoi, et quitte à passer sur un autre outil, autant ne pas passer vers des outils similaires où ta donnée part quelque part, type sur Amplitude ou sur Mixpanel, ou des choses comme ça qui vont stocker ta donnée, et autant créer quelque chose chez nous qui va totalement changer la volumétrie de données que tu as, parce que du coup, sur Welcome, avec les millions de visiteurs uniques qu'on a, ça crée des volumétries de données phénoménales. Là, on doit être à 400-500 millions d'events aujourd'hui, alors qu'on l'a mis en place, il fonctionne en prod depuis mars, je crois. Donc ça change totalement l'approche aussi, mais ça nous donne une flexibilité sur tout ce qu'on voulait faire jusqu'à maintenant qui est vraiment exceptionnelle. Quel est le plus gros challenge que tu as rencontré jusque-là sur tes différents projets ? On va dire que je pense que le problème principal auquel on a été confronté à la data et qui est toujours d'actualité, parce que c'est un travail de longue haleine, c'est la fragilité de la donnée. Chez Welcome, nous on repose énormément sur l'implémentation, pour rester juste sur le web, on repose énormément sur l'implémentation par les front-end du tracking. Enfin, tu vois, c'est des bouts de code dans le front en fait qui vont te permettre de récupérer la donnée. Et nous, notre donnée de tracking aujourd'hui est vachement utilisée dans la boîte. Et du coup, par exemple, un account manager, tous les jours, il a besoin de ces rapports parce qu'il va voir des clients. Et en fait, si ces données-là pètent, donc c'est-à-dire que si ça pète en amont dans le front, du coup, tu perds de la donnée. Et c'est le cas pour Google Analytics, c'est le cas pour Snowplow, c'est le cas pour n'importe quel outil de tracking. Et du coup, nous, on est un peu entre les deux et on est hyper dépendant qu'ils fassent les choses bien côté front. Et en fait, on est vachement sujet au fait que l'équipe grossit énormément, les mises en production, du coup, t'as plus de développeurs, t'as plus de mises en production, t'as plus de gens, et t'as plus d'attentes, donc du coup, le rythme des releases au fur et à mesure qu'ils automatisent très très bien leur process peut augmenter. Et du coup, tu t'exposes en fait à une fragilité de ta donnée où vraiment une ligne de code ou une mise à jour de lib peut faire péter son tracking. J'ai un peu ce truc de dire que le tracking, c'est tu te construis un colosse au pied d'argile, quoi. C'est vraiment, tu construis quelque chose qui fonctionne très très bien, mais qui est d'une fragilité dingue et qui va être utilisé immédiatement derrière par plein de parties prenantes dans la boîte. Et du coup, moi, je milite depuis le début pour qu'on automatise les tests pour prévenir les régressions. Donc, c'est ça, c'est des régressions dans le tracking, pour qu'on prévienne ces régressions dans le tracking de manière automatique avant les mises en production. Et pour ça, il y a plein d'outils d'automatisation qui existent, type Cypress, en Python, tu as Selenium qui simule des comportements sur les sites ou des choses comme ça. Et du coup, nous, le but, c'est de tester en fait le tracking sur plein de scénarios avant une mise en production. Et donc, si tu prends juste pour clarifier un exemple de régression. Tu peux avoir quelque chose où demain, en fait, si tu suis pas bien le process côté développement, eux, ils vont faire une modification dans un des fichiers du front, qui en fait va impacter un nom de variable de ton tracking qui est censé être utilisé à tel endroit derrière, qui fait que vu que tu romps le lien au moment de la mise en production, en fait, fait que derrière, la donnée ne va plus être déversée. Du coup, on a un process assez précis maintenant sur la manière dont la data doit être incluse dans les process de développement. Donc, du coup, quand il va y avoir un développement, on va faire des tests en pré-production. Et après, une fois qu'on l'a en production, on va quand même vérifier que le tracking a bien fonctionné en production. Donc, normalement, si on coche les cases en pré-production et qu'on coche les cases en production, c'est que c'est bon. Mais souvent, c'est pour des ajouts. Les régressions, c'est plutôt des choses où on se dit que tous les jours, on peut pas checker tout le tracking. Parce que, en fait,
c'est infini, quoi. Sinon, ça nous prend 100% de notre temps, quoi. Donc du coup, il y a ces process automatiques. Les développeurs, ils sont vu qu'on est directement à côté dans les équipes, on bosse vraiment très très bien avec eux, et ils sont très très vigilants là-dessus. Mais malheureusement, ça peut être aussi simple qu'une mise à jour de librairie JavaScript qui peut faire un changement radical qui fait péter tes trucs, quoi. Maintenant, depuis le confinement, on a on a des QA engineers qui sont arrivés, une team QA qui s'est montée, qui sont responsables justement des tests automatiques dans le process de développement. Et du coup, avec eux, on travaille main dans la main pour avoir mis en place un système de check automatique du tracking sur les outils. Donc c'est en cours de déploiement. On l'a fait d'abord sur un outil, maintenant on va le faire sur un autre outil qui va vraiment permettre de systématiser ces tests et de prévenir vraiment toutes les régressions dans le futur. Enfin, un maximum de régressions. J'espère 99,99999%. Vous utilisez quoi comme techno au sein du pôle data ? Du coup, côté outil de BI, on va changer et on va aller sur Looker maintenant. On a un autre outil de data viz qu'on utilise historiquement qui s'appelle Metabase, qui est open source aussi, qui permet de faire un peu de requêtage assez rapide en SQL et de visualisation de graphes, qu'on utilise de moins en moins. Un peu le cœur du réacteur de notre plateforme data, c'est Airflow. Airflow, c'est un outil open source aussi. J'insiste sur les technologies open source que j'adore. Airflow, c'est un orchestrateur de scripts en Python. Donc, en gros, ça te permet d'avoir un support sur lequel tu orchestres tout un tas de tâches que tu vas faire. Donc, nous, on s'en sert principalement pour toute une partie de collecte et d'ingestion de données de diverses sources, que ce soit du GA, du Google Analytics, des outils externes, des copies de bases de production, de l'ingestion. Toute cette donnée-là, on l'utilise aussi dans Airflow qui va exécuter des tâches de transformation pour restituer la donnée sous un format utilisable justement par les outils de BI type Looker ou Metabase. Et on va l'utiliser aussi pour tout un tas d'activations. Donc l'activation, c'est-à-dire qu'on va aller on va aller effectuer des actions ou mettre à jour des informations dans différents outils qui sont utilisés par différentes équipes. Par exemple le CRM, où on va aller mettre des flags de churn en fait sur des entreprises quotidiennement grâce à Airflow qui va nous automatiser tout ça. Le cœur de notre stack chez Welcome, c'est AWS. Donc du coup, en fait, nous, globalement, on sert de tout un tas de briques qui sont sur AWS, type RDS, donc Relational Database Service, où on utilise les bases Postgre. On va avoir le Redshift pour Snowplow. On utilise un chouïa de Google Cloud Platform, parce que moi j'aime bien BigQuery, et du coup, il y a une partie d'historisation de données qu'on fait avec ça. Et Snowplow Analytics aussi, qui est notre outil principal de tracking maintenant. Est-ce qu'il y a un challenge technique que vous avez rencontré dont tu peux nous parler ? Je peux te parler aussi d'un autre projet qu'on a, le seul projet de machine learning aujourd'hui qu'on a en production, qui s'appelle Professions Wizards. En fait, on autorise les boîtes à mettre à jour des jobs de manière automatique sur Welcome to the Jungle via des sortes de services d'API qui s'appellent Jobs Importer, qui se connectent à divers outils. La problématique, c'est de se dire que quand les jobs vont arriver sur notre plateforme, nous, on a notre propre arborescence de profession pour les jobs. Donc, tu vois, les jobs de data analyst, data scientist, tu peux avoir certaines plateformes qui vont mettre les jobs de BI analyst, les jobs d'analytical engineer, data ops, tout ce que tu veux, mais nous, on n'a pas ça. Et du coup, l'idée, c'était de se dire que les jobs qui arrivent chez nous, il faut leur associer une profession. Donc, ce que tu peux faire, c'est un moteur de règles basé sur les intitulés. Et du coup, moi, j'avais bossé sur un algo qui va classifier automatiquement les jobs dans les professions selon notre arborescence. Et donc, cela en se basant sur le contenu de la job desk du job entrant. C'est-à-dire, tu vas avoir un job de data analyst qui arrive chez nous. Donc en gros, tu vas avoir l'intitulé data analyst, tu vas avoir tout le contenu j'adore le Python, nanana. Quand ça va arriver sur notre plateforme, ce que l'algorithme va faire, c'est qu'il va aller parser, il va aller regarder tout le contenu sémantique de la description. Donc il va aller se dire ouais, ok, t'as le mot Python, t'as le mot data, machin, tu vas te convertir ça en chiffres pour que ce soit interprétable par un algo, et derrière il y a un algorithme de classification qui va dire ah ouais, moi je pense que ça a la probabilité la plus forte d'être data analyst chez Welcome. Sur notre arborescence de job. En fait, c'était un premier projet. Donc, du coup, enjeu technique, c'était l'entraîner déjà, parce que du coup, on l'a entraîné sur plusieurs langues. On l'a entraîné en français, en anglais, en espagnol, en tchèque, en slovaque. À partir de ça, moi, j'ai eu la problématique de le rendre sous forme d'API. Et après, en fait, il y avait toute une couche de mettre ça sous la forme
propre pour être utilisé aussi par les développeurs, et ça a été aussi une partie de travail technique un peu main dans la main avec les développeurs full stack qui avaient vraiment toute cette connaissance sur le fait de rajouter une couche d'authentification, de token pour pouvoir utiliser cette API, de le mettre sur des machines pour avoir un endpoint à disposition, etc. Construction de ça en un outil, quoi, et en un outil data. Vous êtes organisé comment au sein du pôle data chez Welcome? Alors, tu nous as déjà dit, vous êtes 4, toi, Head of Data, un Data Engineer, et le reste sont des... 2 Data Analysts. Data Analysts. Bientôt 3. Ok. Et il y aura aussi un autre poste de Data Analyst ouvert très prochainement. D'accord, donc ça grossit, Bientôt 4. Ça grossit assez vite. Ouais. Ça marche. Globalement, ce que tu disais, c'est les analystes sont spécialisés par squad. Ouais, alors on est dans une démarche où chaque personne peut rester interchangeable quand même aussi en fonction de ses aspirations. Mais l'idée, c'est de vraiment avoir un analyste associé à chaque squad parce que aujourd'hui, on a une variété de données qui fait que c'est très très difficile d'avoir une vue globale pour tout le monde. Donc chaque analyste est associé à une squad. Aujourd'hui, c'est plusieurs parce que du coup, on n'est pas assez, mais l'idée, c'est d'avoir une personne par squad produit, donc des personnes qui tiennent le rôle un peu de product analyst. Et derrière aussi de toujours avoir une partie qui est dédiée au run et au projet de fond et à l'interne. Donc du coup, ça c'est un sujet qui est un peu réparti pour tout le monde. Et après, on a aussi cette squad transverse data qui permet justement de formaliser ces sujets de fond pour l'équipe data. Et par exemple, c'est un des analystes qui est responsable de la migration de cet outil de BI. Ok, top, c'est parfait. On arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à conseiller à nos auditeurs? Ouais, il y a un super blog data qui s'appelle Locally Optimistic, qui a d'excellents articles et une très bonne communauté. Il y a un groupe Slack, je crois aussi, sur cette communauté-là. C'est vraiment des articles passionnants sur la data en général qui sont vraiment très très pointus. Je peux te donner un exemple sur un article qui m'a énormément plu récemment. En fait, c'est sur l'organisation de projets data, qui parle de 2 typologies de projets dans la data. Tu as des sujets qui sont un peu à la dev, donc si tu vas avoir un début, un milieu, une fin en fait sur des choses à faire. Donc des tâches vraiment qui sont identifiables et quantifiables sur ce que tu dois accomplir. Et derrière, tu vas avoir les sujets un peu plus de fond qui sont ce qu'on appelle les projets circulaires, où tu vas vraiment, c'est des projets qui fonctionnent en fait, où tu sais pas exactement où tu vas arriver et qui du coup fonctionnent vraiment par itération. Et ça, souvent, c'est un peu cette typologie de projet qui est un peu le plus difficile à faire comprendre à des personnes qui ont souvent des projets qui s'arrêtent à un certain moment. Et nous, il faut leur faire comprendre qu'on va leur proposer une première itération, qu'on va réfléchir, proposer une deuxième itération, etc. pour tendre vers quelque chose qui les satisfait. Intéressant. Enfin, est-ce que tu peux me parler d'une équipe data en France qui réalise des projets cool et que je devrais interviewer? Je peux te parler d'Ornicar, donc c'est une entreprise française qui révolutionne le permis de conduire. Leur équipe data a une importante partie de projet de recherche qui est vraiment dédiée à des sujets fondamentaux très écoutés par le top management sur où va la boîte avec des données chiffrées. Et c'est vraiment quelque chose de super mature en fait pour une boîte de cette taille-là. Ils sont 120 personnes aujourd'hui et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que je vais justement reprendre cette équipe à partir de fin novembre. Grosse exclu. Voilà. Ok, trop bien. On en reparlera peut-être sur le podcast. Carrément, avec grand plaisir. Merci Aurélien. De rien, c'était un plaisir. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast ou iTunes. À bientôt.